151 engagements de combat. C'est le nombre de combats qui se sont déroulés sur la ligne de front au cours de la journée écoulée, soit une bataille toutes les 10 minutes. En conséquence, les pertes russes ont franchi une nouvelle ligne rouge. Aujourd'hui, on parle déjà de 550 000, soit le total de l'invasion de l'Ukraine. Moscou a perdu plus que dans toutes les guerres qu'elle a menées depuis la Seconde Guerre mondiale. En vain la joie. C'est ainsi que le commandement des forces aériennes ukrainiens a commenté la publicité de la télévision russe selon laquelle ils auraient détruit plusieurs avions ukrainiens lors d'une attaque contre l'un des aérodromes. Il s'avère que les Iskanders russes n'ont abattu que des maquettes, tandis que les vrais avions avec des systèmes de défense anti-aérienne sont intacts. En revanche, les combattants de la 110e brigade, nommés d'après Marc Bezrouchko, ont réellement abattu un avion ennemi Su-25 qui bombardait nos positions. Ils l'ont intercepté près de Pokrovsk dans la région de Donetsk. Alors que l'incendie du dépôt pétrolier de Lukoil dans la région de Krasnodar est à peine maîtrisé après l'attaque des drones ukrainiens, les défenseurs ukrainiens ont lancé un nouveau défi aux Russes. Des drones ont de nouveau attaqué ce soir un entrepôt de munitions dans la région de Voronej. Ils parlent de 9000 mètres carrés. Les Russes conservaient un tas de missiles sol-sol, de missiles solaires et encore plus de munitions pour l'artillerie et les chars. C'est à partir de cet entrepôt éloigné que les munitions étaient livrées le long de la ligne de front. Le grondement est spectaculaire et la détonation continue. Les résidents locaux ont commencé à être évacués et l'état d'urgence a été déclaré dans toute la région. Les Russes sont très pressés. C'est l'expression utilisée cette semaine par nos soldats sur la ligne de front. Peut-être sont-ils liés à l'élection présidentielle américaine ou peut-être attendent-ils, comme nous, l'arrivée des F-16 sur le front. Ils parlent également de l'intensification des attaques dans de nombreuses zones des régions de Kharkiv et de Donetsk. Notre correspondant de guerre, Andriy Tsepienko, a passé une semaine au front. Andriy, afin que vous puissiez voir s'il est possible de repousser ces assauts. Bonjour Allah. Nous sommes confrontés à une situation problématique dans la région de Donetsk. L'ennemi a avancé jusqu'à la périphérie de New York, jusqu'à Toretsk, qui est un avant-poste fiable et bien fortifié de notre défense. Il n'y a pas de soldats ennemis, mais ils ont néanmoins avancé soudainement jusqu'à la périphérie de Toretsk, jusqu'à Druzhba et Pivden, très soudainement. Et étant donné que l'ennemi a avancé à Chassovie-Yar, cela suggère que dans cette direction, la cible principale est Kostiantinivka, que l'ennemi essaie d'atteindre de cette façon. Du côté des bonnes nouvelles, nous avons un peu progressé dans le nord de la région de Kharkiv. En fait, j'aimerais en parler plus en détail. Regardons. Il s'agit de l'occupant russe dans le nord de la région de Kharkiv. En raison de la logistique coupée par les forces ukrainiennes, il se trouve dans les tranchées avec seulement des mitrailleuses. Ici, nous devrions avoir une mitrailleuse. Eh bien, on ne nous a pas donné de mitrailleuse, ni de lance-grenades. Voici notre stock de munitions, tout ce que nous avons, et 3 fusils d'assaut. En fait, ce ne sont pas des fantassins, mais des opérateurs de drones, mais en raison du manque de fantassins dans l'armée d'occupation, ils ont été envoyés à l'assaut de Khlibok. Pas de munitions, pas de grenades, pas de mitrailleuses. Les occupants avaient à peine réussi à occuper ce sous-sol que le 2e bataillon de la 92e brigade entrait dans Khlibok et détruisait tout le groupe russe. On nous a emmenés directement dans leur rue, nous avons couru dans le premier sous-sol. Il y avait un ennemi là. Nous avons tué 2 d'entre eux. Il semble que les gars viennent de recevoir leur salaire, car ils sentent encore la banque. Maintenant, le sous-sol est à nous. La situation dans l'un des sous-sols de Khlibok. Ce sous-sol est à nous. Oui, par nous. Mais la rue nous appartient entièrement. Le 1er bataillon s'y avance. Le commandement russe s'est fermement accroché à Khlibok. À Khlibok même, ils sont très enracinés. Combien y en a-t-il dans cette zone à Khlibok ? Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire, car ils se cachent tous dans des sous-sols. Et dans chaque sous-sol, il peut y en avoir 10 ou 20. Parce que Khlibok est le chemin vers Liptsi. Et Liptsi est l'occasion de garder la moitié de Kharkiv sous le contrôle des tirs d'artillerie. Les opérations de nettoyage du nord de la région de Kharkiv sont retardées. Nous avons fait quelques progrès, mais nous nous efforçons d'améliorer notre position à Khlibok. Ici, dans la région de Kharkiv, les occupants utilisent activement la combinaison de 2 éléments, drones de reconnaissance et armes à longue portée. Ainsi, les Russes ont réussi à toucher plusieurs objets importants.
Les calculs de missiles de l'ennemi et les équipages des bombardiers ennemis reçoivent des données de reconnaissance aérienne en ligne et jusqu'à une cinquantaine d'entre eux peuvent être présents simultanément dans le ciel de Kharkiv. C'est parti. Orlan Zala Supercam. Ce sont les principaux qu'ils utilisent largement et nous les détruisons largement. Ils cherchent de l'artillerie, cherchent nos MLRS, cherchent des chars. Depuis début juin, les rachistes ont largué plus de 700 bombes aériennes sur la région de Kharkiv, 2 douzaines chaque jour. Les bombes sont presque impossibles à abattre, mais vous pouvez laisser les renseignements ennemis sans yeux et abattre des drones. Un oiseau ennemi abattu signifie la vie sauvée des habitants de Kharkiv, car l'ennemi ne larguera pas de bombes sur Kharkiv. La 92e brigade a construit un système de défense aérienne échelonné au nord de Kharkiv. Utilise-t-il activement des drones de reconnaissance ici? Chaque jour, tout fonctionne contre les drones, les missiles, les canons et l'électronique de détection. Mais les Russes lancent tellement d'oiseaux que, malgré d'énormes pertes, certains drones parviennent à percer les défenses aériennes de la ligne de front. Il s'agit d'un trophée du système de défense aérienne russe Strela 10, capturé dans la région de Kharkiv, et maintenant c'est Kharkiv qu'il couvre des menaces aériennes. Elle a déjà abattu des Orlan, des Supercam et des Lancet, un total de 21 véhicules aériens sans pilote. Mais les gars disent, les données indiquées à bord de la voiture sont actuellement obsolètes. Quelques cibles détruites supplémentaires doivent être dessinées. Et ici, ça fait 4. Ou plutôt 5. L'équipage du trophée Strela a même un Lancet abattu par une mitrailleuse grâce à mécanicien du conducteur. Sur l'impact de cette machine. Mais un autre Lancet a encore touché à cette installation la plus efficace de la 92e brigade. Zala est une telle infection qu'elle peut apporter des lancettes ici. Elle peut aussi indiquer l'équipement. Une lancette s'est envolée de l'arrière et a lancé une lancette. L'intensité des combats dans le secteur de Kharkiv diminue légèrement. Dans le même temps, l'ennemi accentue sa pression sur la région de Donetsk. Cette semaine, les forces de défense ont officiellement annoncé qu'elles s'étaient retirées du quartier de Canal à Chassiv Yar. Selon l'ennemi, la prise de Chassiv Yar ouvre la voie à Kostiantynivka, une ville clé pour les forces ukrainiennes dans la région de Donetsk. La zone a été pratiquement rayée de la carte et les défenseurs ont été contraints de se consolider sur la rive ouest du canal Siversky Donetsk-Donbass. Les groupes ennemis qui tentent de pénétrer dans le quartier à l'aide de tirs d'artillerie, de frappes de feu, de drones, de largage FTV, ces groupes sont détruits, repoussés sous terre. En d'autres termes, la situation dans cette partie de la ville est entièrement sous contrôle. Mais l'ennemi a clairement l'intention de percer vers Kostiantynivka depuis le sud. Profitant de la rotation des unités ukrainiennes, l'ennemi s'est en effet approché des abords du village de New York. Et près du village voisin de Toretsk, des unités d'assaut russes se sont inopinément emparées d'un bastion des forces armées ukrainiennes aux abords du village de Pivnishne. Le ministère de la Défense de l'ennemi affirme que les occupants ont pénétré à l'arrière des défenseurs ukrainiens par un tunnel de 3 km de long. En ce qui concerne le tunnel que l'ennemi a creusé à l'arrière de nos positions, je pense que si c'est vrai, ce n'est qu'un début. À cause des drones, la guerre va devenir souterraine. Je pense que nous devrions voir cela quelque part dans un avenir proche. Les Russes ne sont pas découragés par ces pertes énormes. De quoi les soldats russes ont-ils le plus peur? Cet officier russe vient d'être capturé près de Novomikhaïlivka. Il affirme qu'il est le seul survivant de l'unité qu'il commandait. Le premier jour, 19 personnes, dont 20 avec moi, ont été tuées. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? En conséquence, vos gars ont dit que j'étais seul pendant presque une journée, dans 1 kilomètre. Il n'y en a aucun des nôtres. Ils sont prêts à sacrifier des milliers de soldats pour faire plaisir à Poutine en s'emparant d'une autre ruine.
Il y a quelques jours, les autorités russes ont annoncé solennellement la prise de Novoselivka-Stepova, non loin de l'autoroute Kupiansk-Svatove. Avant la guerre, seules 50 personnes vivaient ici. Et à l'heure actuelle, le village n'existe pas. Le district de Kupiansk est l'une de ces zones où la situation s'est relativement stabilisée jusqu'à présent. L'ennemi n'avance pas ici comme dans la région de Donetsk, mais même s'il essaie d'avancer, ce sont les installations d'artillerie Krab de fabrication polonaise qui le forcent rapidement à battre en retraite. Dès que l'ennemi tente de s'approcher de la route Kupiansk-Svatove, il est immédiatement pris pour cible avec une précision étonnante. L'ennemi n'avance-t-il pas? Dans notre direction, non. Les artilleurs de la 40e brigade combattent ici depuis longtemps, donc c'est comme aux échecs. Ils ont calculé tous les coups possibles de l'ennemi. La guerre de position, comme celle de la Première Guerre mondiale, 1 kilomètre là, 1 kilomètre en arrière, c'est ce que nous faisions. Eh bien, il y a quelques mouvements brusques d'un côté ou de l'autre, à 5 ou 7 kilomètres de distance. Mais ils semblent sortir de l'ombre. On dirait qu'ils sortent. Les nôtres et ceux de l'ennemi, et nous aussi. Les systèmes d'artillerie automoteur polonais Krab subissent de véritables tests de combat en Ukraine. Ce canon tout neuf, sorti de la chaîne de production seulement l'année dernière, a déjà tiré pas moins de quelques milliers de projectiles. Mais aujourd'hui encore, même après la fin de la soi-disant famine d'obus, l'unité est contrainte de tirer un nombre limité d'obus. La raison est la même que près de Kharkiv, les drones de reconnaissance russes qui ajustent leurs munitions en ligne. Quelques pièces volent définitivement maintenant, nous regardant. C'est une cible même dans son sillage. Poussière visible à plusieurs kilomètres. Je ne sais pas, mais je pense que même les chars perdront lentement leur fonctionnalité vraiment sérieuse, car ils sont également très gros et légers. En fait, une cible pour un drone bon marché. La guerre change de manière très dynamique. Cependant, l'ennemi, contrairement à nous, peut avancer mètre par mètre, vidant ses entrepôts de matériel et libérant les casernes de la prison de ses habitants. Pour gagner, l'Ukraine a besoin de nouvelles approches de la guerre. Il doit le trouver, car c'est la seule façon de survivre. Andriy Tcheplienko. Semaine TSN, 1+1, marathon, les actualités réunies.